Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le vendredi 8 avril. Pour comprendre comment tourne la planète finance et même lorsqu'elle tourne de travers, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Un peu de logique, que diable ?» Alors c'est la fin de la semaine, alors faisons tout de suite un tout petit bilan des performances boursières. Eh bien à Paris, ça tourne entre moins 1 et moins 1,20%, moins 1,5% pour l'Eurostoxx, moins 2,20% pour les valeurs japonaises. Et puis à Wall Street, eh bien on va peut-être terminer effectivement en légère baisse de moins 1%. Mais prenez le Dow Jones par exemple, hier soir il clôturait à 17 500. Eh bien c'est exactement le même score que le 17 mars dernier. Presque 4 semaines se sont écoulées et les actions américaines n'ont pas bougé. Dans le même temps, on a appris que les résultats seraient certainement encore plus mauvais que ce que l'on anticipait. On va peut-être avoir la contraction de bénéfices la plus importante, la plus virulente depuis le premier semestre 2009, mais malgré tout, nous avons des actions américaines à 2 ou 3% de leurs records historiques absolus. Alors un petit peu de logique, que diable, si les indices US parviennent à se maintenir en lévitation, alors que ce n'est certainement pas ni les résultats, ni les chiffres d'affaires qui soutiennent la cote, c'est que bien entendu, on se sert des flux, et ces flux, il faut bien les prendre quelque part, et on vient les chercher en Europe. Et en Europe, quel est le secteur qui a payé le plus lourd tribut à cet arbitrage transatlantique ? Eh bien, c'est clairement le secteur bancaire. Hier, je faisais un petit article d'ailleurs consacré à cette glissade inexorable des banques espagnoles, italiennes et bien sûr portugaises. Et là, on assiste à des consolidation totalement linéaire, totalement algorithmique, qu'on n'a pas vu depuis pratiquement l'automne 2008, avec des 11-12 séances de baisse consécutives sur des banques espagnoles, italiennes. On est même à 14 séances de baisse sur 16 depuis le 14 mars dernier. Alors, un peu de logique. Au départ, on nous dit, à partir du 14 mars, bah oui, après le feu d'artifice, le coup de chapeau du 10 mars, on se rend compte que finalement, les banques centrales n'ont peut-être plus tant de marge de manœuvre que cela. Monsieur Draghi a dégainé le bazooka, le mortier, le canon de marine. Que peut-il faire de plus ? Donc, doute sur la capacité des banques centrales à aller plus loin et à peser davantage sur la conjoncture. Et hier, alors là, on nous explique exactement le contraire. Monsieur Constancio, le bras droit de Monsieur Draghi, nous explique qu'au contraire, ne vous inquiétez pas, chers amis, la BCE a encore plein d'outils dans sa boîte. Il la secoue, ça teinte. Et Monsieur Peter Pratt précise même qu'on peut aller encore plus loin en matière de taux négatifs. Que n'avait-il pas dit là ? Les taux négatifs, eh bien voilà justement l'explication de la chute de 3, 4, 5% de l'ensemble des banques européennes hier. Et oui, cette baisse des taux qui va encore écraser les marges, peser sur la rentabilité. Autrement dit, quoi que fassent les banques centrales, qu'elles sortent le bazooka ou qu'au contraire elles ne fassent rien, finalement, les banques ne cessent de baisser. Et dans des proportions telles depuis le 14 mars, que là on n'a pas affaire évidemment à quelques gérants qui se diraient « Allez, je vais sortir des banques pour acheter un peu plus de biotech » qui avaient beaucoup baissé au premier trimestre. Non, là on a clairement affaire à des ventes d'initiés. Quand ça baisse tous les jours de moins 1, moins 1,5, moins 2%, jusqu'à moins 3, moins 4% hier, c'est que ceux qui vendent, évidemment, ils ont un plan à long terme. Voilà, donc, s'il y a un malaise du côté des valeurs bancaires, c'est que clairement, il y a quelque chose qui, plus fondamentalement, ne va pas à l'échelon macroéconomique. Alors, pour l'instant, on ne le sait pas, ou on n'a pas l'air de vouloir s'y intéresser, et pourtant, on peut commencer à envisager quelques pistes. La première piste, c'est que la croissance ne repart pas, et parce que la consommation, elle stagne. Et pour ça, il y a une bonne explication, c'est que l'effet de richesse que les banques centrales ont recherché se retourne en fait contre l'économie. Oui, à vouloir toujours doper les actions et à vouloir toujours faire baisser le rendement des obligations, eh bien qu'est-ce que se dit le futur retraité ? Deux choses. Un,
il n'y a plus de rendement sur mon épargne retraite, donc qu'est-ce que je vais toucher à la sortie? Et en plus de ça, facteur aggravant, non seulement il y a la retraite, mais maintenant il y a la dépendance. On vit de plus en plus vieux et on n'est pas toujours en grande forme, alors la retraite n'y suffira pas. Il faut que je place encore plus d'argent, mais cet argent ne fructifie pas. Deuxièmement, ah oui d'accord, on veut me forcer à acheter des actions, soit, mais prenons par exemple l'exemple du DAX allemand. Il y a 2 ans, pour avoir 3% de rendement, il fallait payer 7500 points sur le DAX. Aujourd'hui, pour le même rendement, il faut payer 9000. Bon, on est revenu, et c'est vrai, aux alentours de 9000 ou 8500, mais c'est toujours beaucoup plus cher qu'il y a 2 ans. Donc on paye plus cher quelque chose qui a moins de rendement. Ça donne véritablement pas envie de faire des folies et de faire chauffer la carte bleue. Voilà, donc on a une population vieillissante et ce que la population veut, ce n'est pas s'endetter davantage. Ce qu'elle veut, c'est être à peu près certaine qu'elle aura les moyens de vivre à partir de 65 et au-delà. Et là, nous avons vraiment un problème sérieux, fondamental, c'est que les gens ne veulent pas des taux moins chers. Ce qu'ils veulent, c'est que ce qui est à rembourser chaque mois soit plus léger. Or, les taux bas n'y parviennent pas. Car si effectivement on peut emprunter à 1,80 sur 20 ans pour acheter un bien immobilier, en fait, réfléchissez bien à ça. Il valait mieux avoir des taux à 2,5 et acheter son bien 100 000 que d'avoir des taux à 1,80 et le payer 150 000. Et là, les Allemands commencent à voir les prix de l'immobilier flamber. Donc l'espèce de grand statu quo qui prévalait depuis 2004 est en train de voler en éclats. Donc on ne pourra plus se contenter de micro-salaires en Allemagne non plus. Donc l'immobilier maintenant est effectivement très cher, même avec des taux très bas. L'obligataire ne rapporte rien et les actions sont à risque. Alors effectivement, qu'est-ce que l'on peut encore jouer sur le compartiment action? Eh bien, dans un monde où il n'y a pas de croissance, la tentation pour les entreprises, ça va être les fusions, acquisitions, la croissance par l'acquisition de parts de marché ou par les économies d'échelle. Donc ce raisonnement, évidemment, les éditions Agora le privilégient, et Eric Lewin, qui connaît très très bien les actions, et qu'il s'agisse des small cap, des mid cap ou des grandes capi, eh bien il a fait sa sélection des 10 dossiers qui lui paraissent aujourd'hui les plus susceptibles de faire l'objet d'une OPA, et c'est donc sur la délivrance de cette liste que j'attire votre attention. Aux abonnés des éditions Agora et de la Bourse au quotidien, vous aurez ce week-end un mail vous expliquant donc quelles sont ces opportunités que Eric Lewin a sélectionnées pour vous.